troïka de Gorbatchev, il y a eu une nouvelle possibilité pour les fédéralistes. Les fédéralistes ne pouvaient plus parler de gouvernement mondial dans la période de la guerre froide, parce que c'était pas crédible. Dès 1984, effectivement, Mario Albertini, j'ai commencé par une citation de lui sur le thème du fédéralisme et de la paix, a eu l'idée de dire les fédéralistes européens, et on s'en rend compte aujourd'hui nous-mêmes, ne pourront plus parler de faire la paix franco-allemande, parce que c'est plus crédible. Déjà en 1984, ça l'est encore moins aujourd'hui. Hein. Les gens estiment, les jeunes estiment qu'avec Erasmus, la paix franco-allemande, on leur parle de leurs arrière-grands-parents ou de l'âge de pierre, ça ne les intéresse plus, c'est plus là-dessus qu'ils veulent s'engager. Mais ils veulent s'engager éventuellement sur le développement soutenable. Ils veulent s'engager sur le réchauffement climatique, pas encore en 1984. Ils veulent s'engager sur une solution à apporter à la crise financière. Les problèmes maintenant ne sont même plus seulement européens, ils sont mondiaux. Alors, dans les années 70, on a vu que les fédéralistes mondiaux ont finalement, à partir du moment de l'élection au suffrage universel direct, qu'avaient vraiment exigé et obtenu les fédéralistes européens du Parlement de Strasbourg, à partir du moment où Altiero Spinelli, celui qui avait rédigé un manifeste avec Toten en 1941, après une quinzaine d'années de prison dans les geôles fascistes, a été élu en tant qu'indépendant de gauche sur les listes du Parti communiste italien, il disait c'est pas moi qui ai évolué, c'est le Parti communiste italien qui est venu sur mes positions politiques. Le Parti communiste italien, disait-il, est devenu fédéraliste européen et spinelliste. À partir du moment où Spinelli a réussi à faire adopter par le Parlement européen un projet de traité d'Union européenne en 1984, lequel traité a été après ça vidé de sa substance par les États pour en arriver à l'acte unique, ce qui était un progrès, mais qui n'était pas du tout le progrès que Spinelli avait voulu. Les mondialistes ont compris ce jour-là. J'ai participé à des réunions aux États-Unis avec des Canadiens et des Américains en 90. C'était très amusant, parce qu'il y avait les fédéralistes mondiaux qui avaient vécu Montreux, qui étaient toujours sur la position de dire qu'il fallait faire l'Europe, c'est épouvantable, vous allez nous diviser. Et puis il y avait les jeunes qui disaient, qui distribuaient le journal, ils disaient Fédération européenne tout de suite, etc. Vous voyez, les Canadiens, les jeunes Canadiens américains, qui étaient venus sur les mêmes positions finalement que nous. Et par contre, les fédéralistes européens ont évolué également en disant on ne peut plus s'intéresser seulement qu'à faire l'Europe. L'Europe, on en revient au slogan de Montreux, de l'UEF, qui était une Europe unie dans un monde uni. Donc les mouvements fédéralistes, si vous voulez, depuis les années 80-90, ont eu tendance à se rapprocher les uns des autres. D'abord, l'Union européenne des fédéralistes, la GEF, d'abord, la Jeunesse européenne fédéraliste, a adhéré en tant qu'organisation associée au mouvement fédéraliste mondial. L'Association pour unir les démocraties, qui étaient les fédéralistes atlantistes américains, ont adhéré également comme organisation associée aux fédéralistes mondiaux. L'UEF, maintenant, a adhéré, l'Union des fédéralistes européens a adhéré aux fédéralistes mondiaux. Ils n'en sont pas encore à se coordonner suffisamment bien pour ne pas faire 2 réunions internationales à 2 jours de distance sur 2 continents. Ça, ils n'ont pas encore compris que ça nous compliquait la vie. Mais le travail est fait en commun, les méthodes restent communes. Hein. Alors maintenant, à mon avis, ce qui est important, quelles sont les méthodes qui sont utilisées. Je crois que les fédéralistes mondiaux ont compris qu'on ne pouvait pas rapidement, et là je dirais finalement la même chose que vous, on ne peut pas rapidement faire, sans faire évoluer les mentalités, hein. Alors spirituellement ou pas spirituellement, mais on ne peut pas facilement, on ne pouvait pas, il y a 50 ans, on ne peut pas aujourd'hui réunir demain une assemblée constituante. C'est pas possible. Par contre, on peut essayer d'avancer par étapes. Donc les fédéralistes mondiaux, par exemple, ont eu un grand succès, c'est-à-dire que ça fait 15 ans qu'ils animent une coalition de 2500 ONG, et ce sont eux qui ont imposé le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Les fédéralistes mondiaux ont réussi à être pris suffisamment au sérieux par 2500 ONG qui leur ont demandé d'animer la coalition mondiale des ONG pour la Cour pénale internationale. Ils ont réussi à convaincre les agences des Nations Unies de travailler avec eux, de leur déléguer un certain nombre de tâches à faire, et ils ont réussi à dialoguer et à avoir maintenant, il y a des gouvernements, il y a des États qui participent à la coalition pour la Cour pénale internationale. De la même manière, je pense qu'ils peuvent également progresser, que ce soit par la création d'une coalition, en prenant un peu un certain leadership sur la société civile internationale, une coalition pour l'Assemblée parlementaire des Nations Unies, une coalition éventuellement pour un nouveau Bretton Woods,
il faut absolument, c'est un des sujets dont on a traité hier, qu'on traitera à New York, le dollar aujourd'hui n'est plus seul capable d'être la réserve, la monnaie de réserve mondiale. On a vu que la Chine, on a vu que l'Inde, on a vu maintenant que le Brésil demande une évolution de Bretton Woods. L'Union européenne, si elle parlait d'une seule voix, devrait demander une évolution de Bretton Woods. Nous pensons en tant que fédéralistes aujourd'hui, si vous voulez en tant que fédéralistes militants, fédéralistes politiques, si vous voulez dire, pas fédéralistes spirituels seulement, nous pensons qu'il est important aujourd'hui de faire un nouveau Bretton Woods. Quand je dis nouveau Bretton Woods, qu'est-ce qu'on dit? Les fédéralistes ont été, je me rappelle, quand on avait créé une maison d'édition à Lyon en 1974, le premier livre qu'on a appelé, on nous avait pris pour des fous, c'était Monnaie européenne et État fédéral. Aujourd'hui, les fédéralistes commencent à travailler sur l'idée d'une monnaie mondiale. Bon, c'est pareil, on ne va pas la créer demain. Mais ce qu'on pense, c'est qu'il faut maintenant créer, un peu comme le système monétaire européen, un panier de monnaies dans lequel il y ait le dollar, dans lequel il y ait l'euro, dans lequel il y ait le yuan, dans lequel il y ait le zen, dans lequel il y ait le rouble, dans lequel il y ait le cruzeiro, etc. Et que ce panier de monnaie mondiale sera la première étape vers une monnaie mondiale. De même que l'Assemblée parlementaire des Nations Unies, qui au début serait créée comme un appendice de l'Assemblée générale, ce qui a l'avantage de ne pas nécessiter de révision de la charte, de ne pas passer par les droits de veto nationaux, etc. L'Assemblée parlementaire des Nations Unies, aujourd'hui, elle serait composée de quelques parlementaires délégués par les parlements nationaux. Mais on a bien vu que l'histoire du Parlement européen nous a prouvé que l'Assemblée de la CECA, ça a été quelques parlementaires délégués par les parlements nationaux. Et aujourd'hui, le Parlement européen a le droit, et encore plus avec le traité de Lisbonne, de codécision sur la grande majorité des sujets. Donc je pense qu'on peut progresser en même temps que vous essayez de faire progresser l'humanité de manière spirituelle. Nous sommes finalement un peu dans le même bateau. Nous essayons de faire progresser l'humanité par étapes vers la paix perpétuelle. Voilà. Alors j'ai un petit peu quitté mes notes. Vous trouverez pas mal, beaucoup plus d'informations dans le... Alors, soit, oui, j'ai été amené à... Alors, ce livre, mon livre a une histoire. Mon histoire, c'est que j'ai arrêté de militer chez les fédéralistes pendant une quinzaine d'années, parce que j'étais responsable commercial d'une entreprise qui faisait 80% d'exportation. Donc, quand Albertini a dit on ne peut plus se contenter des fédéralistes européens, il faut retrouver les fédéralistes mondiaux, il a décidé de rédiger sa revue en 3 langues. La revue fédéraliste est parue en 3 langues. Et il m'a dit, comme tu n'es jamais en Europe, eh ben c'est toi qui vas aller voir si tu trouves encore 2 Néo-Zélandais, ou un Coréen ou un Américain, etc. Voilà. Et puis un jour, ils m'ont demandé de prendre une note de 4 pages là-dessus, en disant, oui, finalement, les Néo-Zélandais et les Coréens que j'ai vus sont contents de savoir qu'on existe aussi. Et ce livre, cette note de 4 pages est devenue un bouquin de 220 pages, puis une édition renouvelée, publiée aux États-Unis 6 ans plus tard, qui fait 240 pages. Et j'ai appris hier par Sergio Piston, qui m'a entraîné, mais je ne suis pas historien dans cette aventure, qu'il faudrait dans 5 ans refaire une nouvelle édition, parce que là on s'arrête aux années 90. Voilà, donc j'ai fait ce livre, si vous intéresse, vous pouvez éventuellement l'acquérir. Je ferai un texte donc, pour les actes dans lequel je vous mettrai une bibliographie, comme vous l'avez fait tout à l'heure, et dans lequel j'essaierai de limiter les notes. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir invité. Je ne sais pas si je ne vous ai pas amené très très loin de vos sujets habituels de réflexion. Dans ce cas-là, je m'en excuse, mais Didier devait savoir à quoi il s'attendait. C'est parfait. Voilà.